Je me... N'hésitez pas à vous approcher, je me sentirai moins seul. Ah, c'est cool. Ah, c'est lequel? C'est lequel le tien? Moi, ça va être le plus rempli, ouais, c'est possible. Qui nous présentera un projet du premier semestre de troisième année. Généralement, le site est en dehors de la ville de Clermont-Ferrand. Cette année, ça a été réalisé sur la ville de Montpellier, qui a été choisie pour sa dynamique et voilà, cet aspect innovant d'une ville de l'échelle de Montpellier, et notamment aussi grâce à un projet d'urbanisme mené par Paola Vigano et Bernardo Secchi, qui s'appelle Montpellier 2040. Et voilà, les enseignants ont voulu nous faire travailler sur un site voilà, où avait eu lieu l'étude, qui se situe en fait un peu à l'extérieur du centre historique, sur une friche militaire, voilà, l'EAI Montpellier, ainsi qu'un parc, le parc Montcalm, qui était aussi lieu voilà, d'activités militaires plutôt sportives. Voilà. Généralement, au sein de l'atelier, on était par 5 ou 6 à faire des stratégies urbaines et après à développer chacun individuellement un projet sur une zone du site. Voilà. Du coup, je laisse la parole à Romain, qui lui, du coup, était avec Robin Denis, Émile Pelé, Nicolas Lapère, Mathilde Irleman et Anne Wang. Du coup, ils étaient 6. Alors, donc le projet à Montpellier, donc ça a été réalisé par groupe de 6, et on était encadré par Olivier Guyon, François Marzel, Guillaume Beignet et Philippe Moinard. Donc notre site, c'était c'est une vue aérienne. Donc là, on le voit un peu plus saturé sur la vue aérienne, à proximité du centre historique de Montpellier, donc dans une zone très bâtie. Très investi par les usages, par les bâtiments. Donc il y a une ancienne friche militaire qui correspond à une école d'infanterie, ainsi qu'un parc, le parc Montcalm, qui est ouvert au public depuis la fin des années 90, je crois, et qui était avant la zone d'entraînement de l'école militaire. Donc c'est un site qui se caractérise par la présence de tissus assez variés. Donc on a du pavillonnaire qui date des années 60 avec des éléments assez intéressants en termes architecturaux, et puis quelques opérations de logement collectif des mêmes époques, environ peut-être plus tardives, des années 90 voire même 2000. Voilà, donc là on ne le voit pas sur la vue aérienne, elle n'est pas suffisamment bien cadrée, mais juste en bas à gauche, on est à proximité d'un stade assez important pour la ville, puisque c'est le stade du club de rugby, il me semble. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre sur le site? Donc oui, on est à proximité directe des infrastructures du centre historique, de la gare, des commerces qu'il y a dans un centre historique, ainsi que d'une promenade créée au 18e qui est assez intéressante, promenade du Pérou. Voilà, donc là on va zoomer plus sur le site de l'EAI. Moi, donc notre stratégie de groupe à 6, ça a été de constater par l'analyse sur l'ensemble de la ville et du territoire que Montpellier est un territoire. Montpellier et son agglomération sont constitués sous forme de plaques urbaines successives, bâties de manière autonome et en s'agglutinant au fur et à mesure du temps. Donc on a pu définir, là j'ai pas d'éléments pour vous présenter, mais on a pu définir des typologies de plaques avec à chaque fois un usage particulier, des typologies constructives particulières, et à chaque fois une certaine forme de limite. Et on a pu constater que la limite la plus souvent remarquée, c'était l'espace public, la route par exemple, le trottoir, un franchissement difficile sur certains axes par la circulation. La limite végétale, qui peut être quelque chose de très présent dans un paysage ou même dans la ville, une frondaison d'arbres, c'est quelque chose d'assez présent. La limite bâtie ou plein d'autres typologies. Donc après la stratégie, après avoir remarqué cette
ce phénomène d'accumulation de plaques. On retrouve aussi d'ailleurs dans la méthode de constitution des ZAC, des zones d'aménagement concerté, qui sont établies de manière complètement indépendante, sans réellement de raccord à un territoire ou au site particulier. Donc voilà, tout ça fait qu'on a un territoire qui est vraiment morcelé par une sorte de banquise comme ça. Et la problématique qu'on a pu relever par rapport à cette analyse-là, c'était de dire que finalement, ces plaques ne constituent pas de relations ou n'entretiennent pas de relations. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver en confrontation avec... on peut très bien trouver des situations de confrontation avec une plaque de pavillonnaire, donc une plaque d'habitat, face à une plaque où on trouve des magasins, des grandes surfaces, des choses qui sont complètement hors d'échelle et à l'échelle de la ville et de l'agglomération. Et la problématique qu'on a trouvée intéressante, c'était comment on peut réussir à recréer un lien par la typologie, par la construction, par le bâti, par l'espace public. Ça reste des choses qui sont très variées entre ces différentes plaques. Et donc, le choix du site sur le AI, qui était d'ailleurs notre site imposé, c'était de remarquer que c'était une plaque en soi, d'autant que le site militaire est bordé d'un mur, puis il est clos, donc complètement hermétique à toute vie et tout usage. Et donc il constituait un enjeu fort au sein même de la ville déjà constituée, et que donc il était intéressant d'intervenir pour savoir comment on pouvait régler ce genre de problème ou pas, suivant les cas. Donc voilà, chacun des membres de notre groupe de 6 s'est implanté sur le site de l'EAI ou du parc Montcalm, avec une interprétation différente du lien qu'on pouvait créer entre la plaque donc, du parc et la plaque du pavillonnaire. Donc ça donnait lieu à une variété d'interprétations, de bâtiments, de programmes, de matériaux, enfin voilà. Voilà, donc ça c'est ce que je disais. Donc là c'est des schémas qui représentent le site de l'EAI. Donc sur la première, vous voyez uniquement donc l'enceinte, donc le mur clos. Et au nord, donc l'enceinte est entièrement clos par un mur puis par une rue qui fait le tour. Et les flèches que vous voyez juste ici au-dessus sont des rues qui viennent buter sur ce mur et donc ne laissent pas la possibilité d'entretenir un lien avec les éléments qui sont à l'intérieur de cette plaque. Donc après avoir relevé la limite, le mur, puisqu'il n'y a plus d'usage dans l'EAI, on supprime le mur. Donc on se retrouve avec les bâtiments existants, dont certains présentent des typologies d'ailleurs intéressantes, pour prolonger les vues de ces axes. Ensuite, on arrive à une situation où, pour générer un cadrage autour de ces nouveaux axes, de ces nouvelles perspectives, et en même temps pour arriver sur un site qui est quand même assez vaste, puisqu'on approche les 15 hectares, si je ne me trompe pas, enfin quelque chose comme ça, j'ai choisi d'utiliser un archétype qui est celui de la barre, puisque la barre présente d'abord des qualités d'habitat intérieur qui sont intéressantes. On peut avoir des logements traversants, des vues dans la plupart des cas. Et en même temps, la barre, dans sa forme urbaine, permet de générer des sous-espaces et une occupation des sols qui est aussi variée que riche, et permet de redécouper comme ça une plaque d'une échelle assez importante, et lui donner des échelles plus petites et des lieux plus restreints. Donc en positionnant ces barres judicieusement, parfois le long, même collé vraiment à des bâtiments existants, on arrive à recréer comme ça des jeux d'échelle, de perception, de cadrage aussi. Et c'est justement les cadrages que j'ai voulu travailler ensuite, puisque même si ces barres s'allongent le long des axes que j'ai décidé de prolonger ici, dans l'autre sens, ils constituent autant de limites toujours aussi importantes. Et donc pour dynamiser tout cet ensemble, j'ai choisi de traiter des points de vue rayonnants qui viendront sectionner les barres et par là même générer également des cadrages sur les bâtis existants de la caserne. Et donc par là, on arrive à
à faciliter les repérages aussi, puisque bon, se retrouver au milieu de barres comme ça un peu successives, c'est peut-être délicat. Voilà, la suite. Donc là, on a le plan masse. Le projet de la stratégie urbaine a choisi de profiter d'un projet d'extension d'une ligne de tramway pour lier donc ces deux plaques à la ville et les ramener à une dimension plus large que celle du quartier même. Et donc après, la deuxième grosse problématique qui s'est posée pour moi, puisque c'est moi qui me suis occupé donc de tout le site de l'EAI, c'était de savoir quel usage on peut donner à ces bâtiments vacants, quoi. Et là, je me suis posé la question aussi de savoir quels étaient les usages qu'on pouvait intégrer dans un tissu existant au sein même de la ville. Et avec le groupe, on s'est du coup posé la question, par exemple, de la place des centres de production dans la ville. C'est toujours des hangars qu'on trouve à la sortie des villes et qui constituent le paysage avec l'autoroute en périphérie des villes. Et j'ai trouvé intéressant de profiter de ces grandes surfaces de hangars avec pas des sheds mais des toits à double pente successifs pour récupérer la surface de l'intérieur. C'est des grandes surfaces complètement vides qui sont tout à fait propices à l'installation de machines-outils ou d'éléments de ce type pour y faire revenir les centres de production dans la ville. Et c'est d'ailleurs ce qui se faisait un peu au 19e, et c'est un processus un peu historique qui a suivi. Donc les usines se sont délocalisées près des grands axes de communication en sortie de ville. Ici, avant, on était carrément dans la ville. Donc c'est un peu un retour en arrière, mais possible aussi parce qu'on a des axes qui sont importants, qui sont praticables pour des camions, ou pour le transport de marchandises, l'acheminement de marchandises diverses. Voilà. Ensuite, donc, pour ça, on a ce que j'appelle une manufacture urbaine pour ces grands gares. Les bâtiments qui constituaient l'administration de l'EAI seraient réhabilités en bureaux, en cabinets médicaux, en services divers, variés. Le but, c'est d'être le plus polyvalent possible et aussi d'envisager des surfaces qui soient accessibles par le plus grand nombre de fonctions d'usage. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ah oui, ici, on se situe aussi sur une petite enclave de l'EAI avant, juste au sud, une école de journalisme qui était très vétuste et un peu en voie de perdition. Et donc, on a profité des bâtiments de l'ancienne administration pour la réinstaller dans des locaux propres, réhabilités, et également dans des bars que moi-même j'ai dessiné. Bon, après, j'ai pas dessiné toutes les bars, j'ai pas dessiné en détail tout, c'était une stratégie urbaine dans la stratégie urbaine de groupe. Voilà. Moi, je me suis occupé que de la partie ici, donc une partie qui est hors la plaque, si on peut dire, et une partie dans la plaque, avec entre les deux la rue qui fait anciennement la bordure de la caserne. Voilà. Ensuite, que rajouter? Donc là, vous avez 3 schémas ici qui évoquent la question de la voiture. Dans les conventions qu'on s'était imposées par le groupe de 6, c'était de dire que la voiture ne devait pas traverser la plaque. C'est-à-dire qu'on souhaitait quand même conserver une trace de cette identité de plaque par la totale imperméabilité à la voiture et à la circulation voiture. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas la traverser en tant que piéton ou vélo ou que sais-je d'autre. L'idée, c'était qu'on puisse que la voiture ne soit pas une nouvelle fois une source de projets où on crée des axes dans la continuité d'autres axes. C'était pas l'objet. Donc vous avez les axes voitures et en même temps d'accessibilité pour les pompiers. C'est des choses qui sont un peu bêtes, mais c'est nécessaire. Avec les taches noires qui sont des places minérales en dessous desquelles se trouvent des parkings souterrains. Parkings souterrains qui par ailleurs ne sont pas sous les barres, puisque déjà elles sont trop étroites pour l'installer, et ensuite parce que ça faisait pas partie non plus d'une
d'une volonté de ma part de commencer un bâtiment en creusant le sol, en enlevant de la terre et en bétonnant tout un sous-sol, alors que c'est des procédés qui coûtent cher, qui ne sont pas forcément utilisés par les gens, puisque les places coûtent cher à louer en plus du loyer ensuite. Et du coup, on se retrouve avec des places vacantes alors que ça a coûté une fortune dans le budget de base. Donc voilà, on a choisi de garder un sol qui soit assez propre et de mettre les parkings juste sous les places minérales, qui sont d'ailleurs aussi autant d'aires de retournement pour les camions quand ils viennent acheminer des marchandises ou les retirer des manufactures. Voilà, donc ensuite, l'occupation au sol, les rez-de-chaussée des bars ne sont pas forcément des commerces ou des bureaux, c'est aussi des logements. Et ça permet donc d'occuper le sol de cette façon, de créer une continuité dans la typologie du pavillon qui est présente ici, puisque le pavillon c'est un bâtiment, mais c'est aussi un jardin privé. Et je trouvais intéressant de pouvoir dire qu'un logement dit collectif pouvait bénéficier d'un jardin de plein pied, où on puisse installer une terrasse, une piscine, enfin, voilà. Voilà, donc ici vous avez la carte des espaces privés privatifs au rez-de-chaussée des bars. Et enfin, une carte qui représente en poché vert la place du végétal dans l'EAI, puisque la caserne, c'était un lieu par définition très peu végétalisé. Et je trouvais important de le végétaliser aussi dans une continuité avec le pavillonnaire, qui est un tissu qui est par ailleurs très végétalisé. Voilà, donc le plan masse. Ensuite, on va passer directement au plan des rez-de-chaussée des bars que je traite. Donc c'est vraiment la partie nord ici. Voilà. Donc on a aussi hérité d'une typologie de venelle qui encadre ces tissus pavillonnaires des années 60-70, que j'ai trouvé intéressant de constituer parce qu'il constitue encore une échelle plus petite de circulation dans l'EAI et aussi dans la continuité avec dans le prolongement finalement du tissu pavillonnaire. C'est-à-dire que là on est encore dans cette idée de ne pas d'ouvrir l'EAI et de l'ouvrir aux typologies qui sont autour. Voilà. Donc c'est des bâtiments très étroits, c'est l'origine du titre, donc ils font 7 mètres. 7 mètres, dans les 7 mètres, il y a l'épaisseur d'un balcon, donc ce qui veut dire que l'épaisseur fermée intérieure est de un peu moins de 6 mètres, je crois, puisque le balcon doit faire 1m20, 1m30. Voilà. Donc c'est des typologies qui sont très étroites, ça permet à des logements d'être quasiment tous traversants. Donc là, un zoom sur la partie de gauche. Évidemment, c'est une typologie comme ça multiplie aussi le nombre de cages d'escalier. Donc c'est aussi c'était un choix de ma part de dire qu'à Montpellier, on est dans une situation géographique où on a le plus fort taux d'ensoleillement à l'année en France. Donc on bénéficie vraiment d'une qualité de climat qui d'ailleurs fait la réputation de la ville, hein. C'est-à-dire que les gens viennent s'installer à Montpellier pour le climat, la plupart du temps. Voilà, donc là on retrouve en rez-de-chaussée donc ces jardins avant et arrière, avec parfois même un accès voiture direct, et parfois aussi un étage directement avec un escalier, comme on voit ici, privé. Voilà, donc tous les logements ne sont pas accessibles PMR. Là, en l'occurrence, ceux que vous voyez ici sont les seuls qui disposent, sur ceux que j'ai traités, sur les seuls bars que j'ai traités, sont les seuls qui disposent d'un ascenseur. Voilà. Après, tous les logements rez-de-chaussée sont évidemment accessibles, ça par contre c'est sûr. Et donc on voit, là, j'ai tenu à représenter sur le plan les piscines, les terrasses, les potagers. Enfin bon, j'ai voulu un peu être riche là-dessus. Voilà. Donc là, je passe directement à la vue en coupe, puisqu'elle va introduire un élément qui était très important aussi pour le projet, c'est la question de la matérialité et la question de l'utilisation de la pierre, puisque les bars, je vais revenir sur le plan masse pour que ce soit peut-être plus... Voilà. Des bars comme ça génère un certain nombre de contraintes, et notamment celle des vis-à-vis. Vis-à-vis qui, bien que
sont équivalents à ceux qu'on peut avoir dans une rue, dans un centre historique. Une rue étroite, donc on a 15 mètres au plus, on va dire, dans les moins étroites. Là, je me suis attaché à toujours avoir 15 mètres minimum entre chaque barre. Mais bon, il ne reste pas moins que on se regarde un peu quand même face à face. Et j'ai trouvé intéressant par là de jouer sur la matérialité des parois et sur la question de l'épaisseur. Donc sur je vais revenir encore, j'ai oublié de parler d'une chose importante. La question de l'orientation aussi. Donc là, on est nord-sud sur le plan. Donc les barres sont orientées sud-est et nord-ouest. Donc le nord-ouest, c'est un soleil qui est bas, qui est long en été, puisqu'il est bas il est au nord-ouest de 18h à 22h, on va dire. Donc c'est une orientation au soleil qui est assez prolongée. Voilà. Donc sur la façade nord-ouest, j'ai choisi de la traiter avec un matériau emblématique du bassin méditerranéen qui est celui de la pierre massive, qui est utilisé par un architecte assez connu pour ses réalisations justement en pierre massive, qui est Gilles Perrodin. Ici utilisé sans isolation, puisque j'ai choisi de baser tout mon projet sur une respiration naturelle et sur un chauffage le plus naturel possible par le soleil. Donc sur cette coupe, on voit donc très nettement le mur et l'épaisseur en pierre. Il fait 60 cm d'épaisseur avec des baies vitrées là. Voilà. Ensuite, sur la façade sud-ouest, on a donc l'épaisseur du balcon et la structure poteau-poutre en bois qui est donc déportée à l'extérieur. Pour générer une nouvelle fois une épaisseur et un filtre supplémentaire et éviter les points de vue, les vis-à-vis. Le but étant aussi par l'épaisseur de donner la sensation aux habitants de ne pas d'avoir une sensation, j'allais dire, de protection, mais on ne peut pas non plus nier que la pierre c'est un matériau qui est très fort dans sa présence, quoi. C'est-à-dire qu'avoir un mur au nu à l'intérieur en pierre massive, on a l'impression d'être dans un château et c'est quelque chose qui est assez fort. Voilà, et donc la double épaisseur, la baie vitrée qui se situe à ce niveau-là, plus l'épaisseur du balcon, et ici après on verra plus loin dans l'exposé que j'ai ajouté un nouveau filtre, un système de brise-soleil en bois qui permet de rajouter encore un filtre supplémentaire pour rendre moins perceptible les gens qui vivent à l'intérieur. Donc on va passer à la technologie de la pierre, à la manière dont les logements fonctionnent par rapport à l'ensoleillement et à l'inertie thermique de la pierre. Donc là on a un premier schéma, donc le schéma qui correspond au déphasage, c'est-à-dire la pierre qui absorbe la chaleur du soleil pour la restituer quelques temps après à l'intérieur du logement. De même, la pierre permet de réguler le taux d'humidité quand il pleut à l'extérieur, c'est-à-dire que sa masse et son poids vont permettre d'éviter à l'humidité de s'introduire à l'intérieur. J'ajoute que les blocs de pierre font 1,20 m par 1 m par 60 cm, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un volume de pierre qui fait... je ne saurais plus dire le poids exact, mais je crois que c'est assez lourd. Et donc le travail sur la pierre, c'est aussi un travail de module, c'est-à-dire qu'on peut penser que la pierre c'est cher, que c'est compliqué à travailler, que ça demande des artisanats complexes, des savoir-faire complexes. En réalité, il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire que en carrière, vous demandez à ce qu'on vous taille un bloc de pierre par centaine. On vous le fait, il y a un coût indéniable, mais la quantité, la surface de mur que vous pouvez créer avec un mur en pierre est énorme, quoi. Et en plus de ça, c'est-à-dire que quand vous avez posé vos blocs de pierre les uns par-dessus les autres, votre mur il est terminé. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une épaisseur d'isolant, de placo, ou plein d'autres choses, je ne sais pas. Là, les blocs de pierre sont posés les uns au-dessus des autres avec juste un lit de mortier à la chaux, il n'y a rien de plus compliqué. De même pour les gaines électriques ou les choses comme ça. Voilà. Donc le schéma. Ici, on a des schémas un peu plus complexes qui reprennent la vue de la coupe. Donc on a la situation au-dessus en été
et la situation en hiver. En été, donc, on retrouve le dispositif du mur en pierre ici, la double épaisseur avec le poteau, la structure en bois, les baies vitrées, et par-dessus une troisième épaisseur qui est celle du végétal, qui donc est très présent, que j'ai voulu très présent dans l'EI. Donc le végétal et le brise-soleil constituent un filtre naturel pour les rayons du soleil qui peuvent être trop puissants de 8h à midi. En même temps, la pierre, ici, après avoir accumulé la fraîcheur de la nuit, restitue la fraîcheur à l'intérieur, ce qui permet de conserver une température en été qui est agréable. Ensuite, pour l'après-midi, l'orientation qui est désaxée par rapport au plein sud permet d'éviter que le soleil tape directement sur les baies vitrées. Et on a encore le déphasage de la pierre qui continue à procurer de la fraîcheur à l'intérieur du logement. Et enfin, le soir, le soleil tombe. Il vient taper la façade en pierre sans rencontrer aucun obstacle, puisque j'ai voulu le minimum de végétal possible au pied des façades en pierre. Et de même, là, le déphasage va réguler la température pour la nuit en réchauffant la pièce. Voilà. Ensuite, pour l'hiver, donc l'hiver, il y a quand même un chauffage artificiel en plus du chauffage naturel, puisque la pierre non isolée ne suffit pas non plus à chauffer des espaces intégralement en hiver. J'ai intégré un système de plancher chauffant, donc par le sol, qui vient aider donc, cette inertie thermique. En hiver, le végétal, les végétaux qui sont caducs et qui donc perdent leur feuillage en hiver ne constituent pas ou à un moindre niveau un filtre naturel. Donc le soleil peut venir ici taper et chauffer par les baies vitrées l'intérieur du logement, en plus du chauffage au sol. À 12h, 14h, donc, le chauffage au sol continue à chauffer l'espace intérieur. Et ensuite, à 14h, 17h30, le soleil en se couchant va pouvoir taper de même qu'en été sans rencontrer d'obstacles sur la façade en pierre et réchauffer après par déphasage le logement la nuit. Donc tout ce dispositif et cette orientation par rapport au soleil permet de limiter l'utilisation d'éléments un peu superficiels dans la construction quand on veut utiliser de la pierre massive. J'entends par là l'isolation, les plaques de plâtre et autres éléments. Voilà, donc la façade en pierre nord-ouest. Donc là, on retrouve en rez-de-chaussée une sorte de colonnade, même si c'est un rythme qui est très régulier, qui est généré par le module. Voilà, donc on voit l'empilement comme ça successif des blocs de même dimension. Évidemment, j'ai pas pu tout traiter par un seul bloc, même si l'idée aurait paru intéressante. J'ai été obligé de retravailler sur des blocs plus petits pour pouvoir finir le calpinage, quoi. Voilà, donc ici, là, au centre, vous avez la cage d'escalier qui est ouverte sur l'extérieur et qui est juste séparée par un claustrat en bois. Voilà. Après, le module, tout se joue. On peut arriver à dynamiser comme ça une façade avec un seul module, uniquement en le tournant, en le posant de différentes façons pour qu'il puisse générer un jeu d'ombre. Par exemple, ici, vous avez l'ombre comme ça qui... On le verra mieux sur les maquettes, mais... vous avez l'ombre comme ça qui permet d'identifier la cage d'escalier dans la façade. Comme ça, les gens, on trouve directement l'entrée, quoi. Voilà. Ça, c'est l'autre façade au sud, avec une vue très zoomée sur les brises-soleil en bois. Et donc, on remarque qu'elle a été calpinée exactement de la même manière que la façade en pierre, puisque les modules, en fait, pour ces brises-soleil, sont exactement des mêmes dimensions que les blocs de pierre, sauf qu'ils sont réalisés en bois. Et en fait, ce sont juste des cadres qui sont après remplis avec un bardage plus ou moins fin pour en même temps générer un garde-corps sans que ce soit quelque chose de filant et qui soit un balcon filant, ouais, un peu disgracieux sur la façade. C'est ce que je voulais éviter. Je voulais pas avoir de balcon saillant. Je voulais vraiment que la façade soit plate aussi, et c'était une volonté esthétique, mais aussi fonctionnelle, puisque
grâce à ça, ça me permet aussi d'éviter les rayons de soleil trop puissants. Voilà. Le plan d'un étage. Alors, je ne sais pas si on le lit très bien. Alors pareil, la composition intérieure de ces grandes barres de logement, ça a été de dire aussi qu'on voulait les rendre les plus, pas polyvalentes, mais c'est-à-dire qu'on voulait tout à fait pouvoir envisager l'installation d'autres cloisonnements ou d'autres services que des logements, d'autres typologies que des logements, des cabinets médicaux, des administrations, des choses aussi variées que possible. Donc c'était de dire que seules étaient fixes les cages d'escalier, qui d'ailleurs elles-mêmes aussi sont traversantes, qui accueillent les placards électriques, on le verra après plus dans le détail, les placards électriques et les gaines, et ensuite de remplir à l'image des modules de pierre avec des modules de salle de bain, des modules de chambre qui vont constituer et générer l'espace du logement. Donc là on va zoomer sur un logement type. Donc là on retrouve la cage d'escalier avec les placards électriques indépendants, ainsi que les noyaux de gaine qui sont complètement intégrés dans l'épaisseur du mur en pierre, qui par ailleurs est le seul mur isolé de tous les logements puisqu'il ne peut pas être ensoleillé. Donc il est isolé avec une épaisseur en liège. Et ensuite donc, vous avez les modules de salle de bain ainsi que les modules des chambres. Et ensuite l'espace du séjour, le balcon ici et des baies vitrées là. Donc pour les chambres, oui j'en parlais, les modules des chambres c'est donc une surface de 9 mètres carrés avec une cloison ici en rôle peint et qui accueille à l'intérieur de cette cloison une paroi coulissante qui permet ici de générer un espace tampon entre l'espace commun du logement et l'espace de l'intime qui est la chambre. Donc on arrive comme ça à développer des usages de la chambre sans pour autant être dérangé par le bruit du logement. Donc on a ici une alcôve pour un bureau. À l'inverse, on a ici une alcôve pour un rangement qui donne sur la chambre. Et là, des espaces par exemple qui peuvent être dédiés à la pratique du sport ou d'autres choses. Voilà, donc on verra plus tard, mais je me suis attaché à dessiner le mobilier qui va autour du lit et qui accompagne donc le cloisonnement. Donc là vous avez tous les modules des salles de bain qui correspondent à chaque fois à une échelle de surface. C'est-à-dire qu'on va trouver les salles de bain les plus petites pour les logements les plus petits. Bon, là on n'a qu'une douche, un lavabo, un placard, un sanitaire séparé ainsi qu'une cuisine en L. Ici on a une version plus généreuse avec une douche plus grande, une cuisine avec îlot et deux vasques, et enfin la version un peu grand luxe avec une baignoire et deux vasques. Et de même ces modules ont leur version handicapable pour les logements accessibles avec les nécessités qui vont avec, donc des plus grandes surfaces pour la salle de bain et des cuisines plus praticables. Donc là une axonométrie qui parle beaucoup plus de l'aspect technique, notamment des planchers. Et là donc on voit bien le travail de calpinage sur les brise-soleil en bois. Donc le mur en pierre dans lequel sont encastrées des poutres en bois, elles-mêmes portées par des poteaux doubles en bois. Donc le plancher c'est un bac acier avec une dalle béton qui intègre le chauffage au sol, avec une isolation phonique et une petite isolation thermique qui elle-même est recouverte de rolle-pain. Donc le rolle-pain c'est un matériau, c'est du bois, c'est de très faible épaisseur et ça a un aspect un peu qui évoque celui du marbre avec des veines de couleurs différentes. J'ai pas de photo là, mais voilà, on trouve ça dans pas mal de projets de Rem Koolhaas notamment. Ici vous avez une axonométrie éclatée du mobilier de la chambre qui s'intègre avec les parois coulissantes.
et aussi au-dessus de la chambre, puisqu'on est sur des hauteurs sous plafond qui sont assez importantes. On est autour de 3 mètres de hauteur sous plafond. Avoir une chambre de 9 mètres carrés avec 3 mètres de hauteur sous plafond, ça paraît un peu délicat. Donc j'ai fait un faux plafond qui est destiné à ajouter une surface de rangement supplémentaire au logement. Donc ensuite, on a des photos de la maquette que j'ai pas là puisque je l'ai plus chez moi. Voilà. Donc ça, c'est la façade en bois. Donc j'ai pas pu représenter jusqu'au détail, l'infini détail, les brise-soleil. Bon, ça donne déjà une idée. Donc on distingue l'épaisseur du balcon derrière avec les baies vitrées. La façade en pierre. Donc pareil, dont je parlais des redans, des modules de pierre qui viennent identifier la cage d'escalier sur la façade. Voilà. Là, c'est la rue qui est devant. Bon, c'est pas parce que c'est du papier bleu que ce sera du goudron, hein. Je tiens à préciser. Le matériau, ce serait plus un béton désactivé, donc quelque chose de beaucoup plus clair. Et donc ici, puisque je ne suis pas j'ai pas choisi de traiter le stationnement en souterrain, je l'ai tout simplement mis en face. Bon, ça a un peu dérangé certains enseignants, mais j'estime ça aussi assez qualitatif dans le sens où pour aller faire ses courses, on peut se garer en face et accéder facilement sans que ce soit pour autant une gêne visuelle trop importante pour les logements qui sont au-dessus, quoi. Voilà. Donc là, c'est une vue très rapprochée des balcons avec l'épaisseur de brise-soleil et la baie vitrée derrière. Voilà. Après, j'ai pas... Je crois que j'ai tout dit. Voilà. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Je sais pas. Oui. Enfin, tu dis que tu t'es occupé des bars, en fait, et tu as inséré les bars dans le plan masse. Comment ça s'est passé la transition avec stratégie commune? J'ai pas complètement suivi. L'idée, c'était de partir de la barre comme une représentation de l'idée d'agrafe. C'est-à-dire qu'on va agrafer le site à son contexte par un bâtiment linéaire, étroit. Et bon, c'est assez séduisant en plan. On va revenir, mais... après, l'idée c'était de pouvoir s'insérer aussi entre tous ces bâtiments, ces petits bâtiments et des parcelles qui étaient assez restreintes. Ici, c'était assez compliqué. J'ai démoli quelques bâtiments, mais globalement, c'est vraiment très minime, quoi. J'ai dû démolir une maison, 2 maisons, tout au plus. Donc voilà. Et après, elle vient de s'insérer dans le tissu de l'EAI. En générant des espaces de moindre échelle où justement je peux développer des jardins privés en rez-de-chaussée. Voilà. J'ai pas fait attention sur comment tu gérais les billets avec des pierres, avec des gros blocs qui sortent. Bah là, du coup, c'est un travail qui est carrément artisanal, du coup. Après, ça va un peu en contradiction avec ce que je dis sur le module, mais le biais est quand même, sauf l'angle. Alors, je sais pas si j'ai vraiment... l'angle même doit être retravaillé à partir du module. Donc là, c'est un découpage avec... je sais pas, voilà. Et après, le biais, ça reste le même module, sauf qu'il est incliné, il est orienté de manière différente. Les blocs sont recoupés. Voilà, les blocs sont recoupés aux angles. Voilà.
Pourquoi 7 mètres? Une si faible épaisseur. Parce que c'est ce qui me permettait de pouvoir intégrer le bâtiment au plus d'endroits possible. Et puis après, je voulais travailler vraiment avec l'idée de le bâtiment pas transparent, mais justement avec le plus de transversalité possible. On a, même si on n'a pas forcément des vues qui sont toujours intéressantes, puisqu'on a quand même le phénomène de vis-à-vis, on voit le bâtiment d'en face. L'idée, c'était qu'on puisse avoir un lien avec l'extérieur de part et d'autre du logement. Et dans les plans, ça a été aussi l'idée, le séjour est traversant, les chambres ne constituent pas une énième épaisseur supplémentaire, c'est quelque chose qui est très poreux finalement. Et donc voilà, je voulais utiliser ça, et puis ça va aussi avec la dimension de chauffage ou de respiration naturelle, chauffage naturel avec par l'orientation, où finalement on arrive à chauffer par effet de serre sur les baies vitrées des surfaces qui sont moins profondes qu'un volume, par exemple, de type massé en plot, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est plus facile comme ça. Voilà. Comment on traite du coup les interfaces avec les bâtiments existants? Si on revient au plan, tu vois, moi, si tu parlais de, si tu vois, par exemple cette barre qui se colle au bâtiment. Celle-ci? Non, oui, celle-ci ou encore celle plus bas. Celle-ci? Pardon, ouais. Ok. Celles qui sont... alors la question... comment gérer l'interface? L'interface que j'ai révélée moi pour le site de l'EAI, c'est pas toutes les interfaces. Il n'y a qu'une seule interface pour moi qui était intéressante, c'était celle au nord. Parce que sur aucune autre interface, on a une rue comme ça qui vient buter directement sur l'élément un peu emblématique qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire que le mur d'enceinte. Donc j'ai voulu ouvrir dans ce sens. Et par là être complètement poreux et aussi aller vers la direction du parc. C'est-à-dire qu'on a un projet, là on le voit un petit peu d'ailleurs sur le plan masse en bas, qui était développé par Émilie Pellet, qui était une sorte de médina un peu contemporaine. Et l'idée c'était aussi pas de créer un parcours, mais d'être assez intuitif dans le parcours du nord au sud, à travers l'EAI, et ensuite par le projet d'Émilie jusqu'au parc, parce qu'on a conservé le parc. Et après, pour les bâtiments qui sont collés comme ça aux bâtiments industriels, c'est généralement les administrations ou l'accueil de ces bâtiments industriels qui ne bénéficient pas de surface intérieure cloisonnée déjà préétablie. Donc on a profité de ces nouvelles barres pour pouvoir les intégrer aux fonctions de ces usines-là. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces barres qui vont se coller sur les bâtiments industriels? Après, oui, je pense qu'on en a besoin, puisque on n'a pas aucun. C'est pas des bâtiments qui ont été prévus pour accueillir des usages administratifs ou de bureaux. Là, la barre permet ça, permet en même temps aussi de générer une entrée, de proposer une entrée pour le bâtiment industriel. On sait que les bâtiments industriels n'ont pas forcément d'effet de seuil, par exemple, c'est con, mais c'est quand même ça. Après, pour le cas que moi j'ai traité, il n'est pas directement collé, on a un léger espace entre les deux. Maintenant, c'est vrai qu'on m'a reproché dans les critiques qui m'ont été faites au rendu, on m'a reproché. Après, c'était aussi parce que c'est une question de temps, hein, c'est des choses un peu bêtes, mais je pouvais pas tout traiter non plus en détail. C'était que j'étais un peu violent dans mon rapport aux bâtiments existants. C'est-à-dire que même là, là, on a quelques soucis. Bon, c'est pas très net dès qu'on zoome un peu, quoi. Mais voilà. Le point essentiel, c'était d'arriver à réintroduire une échelle plus petite dans une plaque entière qui était complètement hors d'échelle par rapport à son site. Voilà. Sur, est-ce que tous les bâtiments sont prévus en pierre massive? Si oui, est-ce que tu as, ne serait-ce que le volume de pierre que ça représente, et est-ce que
J'aurais aimé, mais j'ai pas fait le calcul. Mais maintenant, toutes les barres... Si ça fait beaucoup ou pas par rapport à une carrière. J'imagine que ça fait beaucoup. Maintenant, les carrières de pierre dans le sud sont encore utilisables, sont encore utilisées. Et voilà, elles n'ont pas été utilisées pendant un bon moment. Elles sont de plus en plus actives aujourd'hui, mais restent minoritaires. Et compte tenu, à côté de ça, de l'usage qu'on fait du sable pour la fabrication du béton, par exemple, ça reste quelque chose de vraiment moindre, quoi. Il n'y a aucun souci pour utiliser la pierre aujourd'hui, on n'en manquera pas demain, quoi. Voilà. Tu connais le projet de la nouvelle synagogue à Dresde? Non, je ne connais pas. C'est une synagogue qui a été faite en fait sur une parcelle assez contrainte. Et après que la synagogue de Dresde a été détruite. Et en fait, cette parcelle faisait que la synagogue ne pouvait pas être orientée dans le bon axe. Et c'est exactement la même chose. Ils ont construit une synagogue entière avec des blocs de pierre qui sortaient de carrière. Et pour récupérer l'orientation qu'ils ne pouvaient pas avoir au sol, ils la récupèrent dans les étages. Sauf que justement, ils avaient budget sur le principe. Ils ont décidé de ne pas retailler les blocs. Et qu'à chaque étage, les blocs de pierre se décalent légèrement. D'accord, ok. Un demi-degré. Sur D'accord. 15 blocs de pierre, ça fait une trentaine de degrés. Et je pense que ça m'énerve que les blocs soient taillés. Non, mais bon, c'est des critiques qui m'ont été faites aussi, c'est-à-dire que je défends quelque chose qui est très modulaire et je reviens tailler quelque chose qui est finalement tout sauf modulaire par-dessus, quoi. Donc c'est quelque chose qui manque peut-être de cohérence, mais bon, après c'est le tracé comme ça de point de vue, c'est quelque chose que j'ai mis en place assez tôt dans le processus du projet, avant d'avoir choisi la pierre. Et c'est quelque chose dont que j'ai pas remis en question après, parce que je me suis pas forcément posé la question tout de suite. Ça aurait été dérangé, genre que le bloc sorte du bâtiment? Non, je pense pas. Non, mais honnêtement, je me suis pas posé la question. C'est très bête, hein. C'est bien, hein. Non, mais Moi, j'ai pas une question, mais je vais profiter de l'occasion. Je pense que pour ceux qui l'ont fait ou ceux qui vont le faire, c'est un des semestres les plus durs dans cette école. C'est le premier semestre de licence 3. Et très clairement, on a eu 4 mois. 4 mois pour le faire, donc à raison de 4 ateliers par mois, donc 4 x 4, 16. On enlève les rendus, ça fait 13 corrections. Et en 13 corrections, tu as su gérer la stratégie urbaine en groupe sur un site qui nous était totalement inconnu. Et amener ce que tu nous amènes encore ce soir aujourd'hui, il y a une masse de travail considérable. Et tu as su résoudre plein de questions que nous on peut se poser encore aujourd'hui. Et voilà, je voulais juste profiter de l'occasion pour saluer le travail colossal. Et je crois que c'est après on n'aime pas. Hein. De toute façon, l'architecture c'est une question de point de vue avant tout. Mais voilà, je tenais à saluer ton travail. Et pour moi, je pense que tu es un exemple, au moins déjà dans ce semestre-là, de ta force de travail. Et du soin que tu as apporté, il y a juste à regarder ce plan de rez-de-chaussée, et il n'y a pas un arbre qui est mis pareil, c'est un truc de malade. Donc voilà, je voulais te féliciter et te remercier pour l'exemple que tu nous apportes ce soir. merci.